Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Nous sommes jeudi. Le jeudi, c'est un moment politique. Entre 9h30 et 10h, nous recevons des élus tous les jeudis et nous parlons de l'actualité, évidemment. Alors ce matin, à 9h33, nous recevons Shannon Seban, qui est présidente Renaissance pour la Seine-Saint-Denis. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Adrien Clouet, qui est député LFI de Haute-Garonne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous tous les deux. Je vais commencer avec l'affaiblissement d'autorité. Je vous parle d'affaiblissement d'autorité parce que le Premier ministre Gabriel Attal sera à Viry-Châtillon tout à l'heure. Nous étions tout à l'heure, il y a quelques minutes, avec le maire de Viry-Châtillon qui attend beaucoup de cette visite et surtout qui attend des mesures de l'État. Et Gabriel Attal qui veut s'attaquer à l'affaiblissement d'autorité. Alors, qu'attendez-vous du Premier ministre? Vous, Shannon Seban, dites-nous. Bonjour Monsieur Bourdin. Oui. Moi, ce que j'attends aujourd'hui du Premier ministre et du Président de la République, c'est effectivement de la fermeté. C'est de la fermeté et c'est qu'on puisse aujourd'hui mettre les moyens pour restaurer l'autorité, pour restaurer la parentalité dans notre pays où, il faut le dire, la violence s'est banalisée. Et je vous le dis ici en connaissance de cause, je suis élue à Rosny-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, présidente de Renaissance dans ce même département, et j'ai pu le constater notamment en juillet dernier avec les émeutes. On a aujourd'hui une violence qui s'est banalisée. On l'a vu avec la mort notamment de Chamseddine à Viry-Châtillon. Il y a un problème. Et aujourd'hui, il faut pouvoir mettre les moyens. Oui, d'accord. Mais comment rétablit-on l'autorité? On rétablit pas. Moi, je veux bien, mais ce sont des mots. On attend des actes. Bien évidemment. Et d'ailleurs, je vais vous le dire ici sans aucune ambiguïté. J'entends ce matin sur les médias, les radios, les télévisions, les papiers, les oppositions nous dire qu'il est temps aujourd'hui de passer à l'action et que le Grenelle des mineurs sur la violence des mineurs qui a été annoncé par le président de la République ne servirait à rien. Mais moi, j'entends ici les oppositions, mais les Yaka Faucon qui nous disent qu'on peut résoudre toute la misère du monde d'un seul coup de baguette magique, moi je leur réponds que c'est faux et que c'est une utopie. Et aujourd'hui, ce dont nous avons véritablement besoin, c'est de pouvoir mettre autour de la table les parents, les professeurs, les élus, les responsables associatifs qui font un travail formidable sur le terrain. Je pense notamment aux éducateurs spécialisés, aux associations qui sont implantées en plein cœur de quartier, aux médiateurs, par ailleurs, qui font le lien entre les policiers et les jeunes dans nos quartiers pour trouver des solutions concrètes. Et je vais prendre ici un exemple qui a d'ailleurs été rappelé par le président de la République en 2019. Quand nous avions un problème sur les féminicides, nous avions mis en place le Grenelle des violences conjugales. On s'est mis autour de la table, on a discuté, on a échangé pour trouver des solutions qui ont pu produire des résultats concrets sur le temps long et dont aujourd'hui nous mesurons aujourd'hui l'impact. Adrien Clouet, il est temps de rétablir l'autorité. Bon, attendez, si jamais le sujet c'est de mettre des gens autour d'une table, je sais pas pourquoi vous avez mis 7 ans à trouver une table, parce que on parle de ce sujet comme un marronnier depuis des années. Ça fait même, je vais aller plus loin, ça fait même plus de 7 ans. Je vous ai pas interrompu. On parle d'autorité à l'école. Moi j'entends, mais enfin dans mon département, on ferme 128 classes. Donc déjà pour l'autorité à l'école, il faudrait déjà qu'il y ait une école. Parce que on n'a pas d'AESH, on n'a pas de prof, on a des gamins qui viennent l'hiver en cours avec des moufles, donc on n'a même pas les capacités d'enseigner aujourd'hui aux enfants. Et s'y ajoute le dernier décret du gouvernement qui retire des millions d'euros à l'enseignement secondaire. Je l'ai avec moi là. L'enseignement scolaire, ils ont coupé 691 millions d'euros par décret, l'équivalent de 20 000 postes. Donc pour nous parler d'autorité, il faudrait déjà qu'il y ait des personnels qui soient là, qui aient accès à une formation continue, façon très fine de déplacer le débat, qui puissent encadrer les gamins et qui puissent être leurs interlocuteurs. Parce que l'autorité, qu'est-ce que c'est? On peut aller sur le fond. Vous n'avez pas répondu à la question. L'autorité, c'est la relation de confiance par laquelle quelqu'un, et en l'occurrence un gamin, accepte que quelqu'un d'autre lui donne des consignes et des ordres. C'est ça, une question d'autorité. Et l'autorité, c'est donc quelque chose qui se construit avec un personnel qui est disponible, formé et en capacité d'être devant les enfants. Alors, il n'y a pas que l'école, il y a aussi l'autorité des parents, et il y a aussi l'autorité au sens plus large du mot, l'autorité représentée par l'État, ou par les élus, ou par la police, ou par, etc., etc. Et le problème qu'on a constaté dans de très nombreux faits divers, c'est malheureusement la minorité des délinquants.
C'est-à-dire que ces délinquants sont souvent, malheureusement, maintenant des délinquants de plus en plus jeunes et mineurs. Et donc, ces mineurs-là manquent d'autorité. Donc, est-ce qu'il faut responsabiliser les parents? Et comment responsabiliser les parents? On va commencer avec Adrien Clouet. Bon, les parents, ils sont responsables. Les sujets dont on parle aujourd'hui, les sujets dont on parle aujourd'hui, c'est quasiment tout le temps des parents parce qu'ils bossent la nuit, parce qu'ils sont payés au lance-pierre, ils voient pas les gamins, ils ont du mal à les croiser. Donc, ce qu'on a aujourd'hui, c'est d'abord le prix de la précarité de parents. Vous savez qui croisent à peine leurs enfants et par ailleurs, qui bossent la nuit, c'est une fausse excuse. Et qui exercent leur autorité sur leurs parents. Sur leurs enfants. Sur leurs enfants. Oui, mais c'est beaucoup plus dur, c'est ça que je vous dis. C'est beaucoup plus dur parce que vous avez du mal à les croiser. Et par ailleurs, on paye l'affaiblissement. Et on paye l'affaiblissement du fait que les associations disparaissent dans plein de quartiers populaires. Il faut les responsabiliser, les aides sociales disparaissent, les assistantes sociales disparaissent. Est-ce qu'il faut les responsabiliser et les sanctionner? Bien sûr que non. Lorsque vous avez un parent qui est en difficulté avec son enfant, il faut l'accompagner avec du personnel, les assistantes sociales, les personnels qui font de l'assistance d'éducation. C'est ça qu'il faut faire. C'est pas en leur retirant 200 balles que vous allez amélioir la situation. Mais il n'est pas question de leur retirer 200 balles. Ah bon? Enfin, vous regardez. Comment vous les sanctionnez si vous ne retirez pas d'argent? Je vais vous le répondre. Je vais vous dire tout de suite, Monsieur Clouet, quelles sont les solutions que nous proposons. Aujourd'hui, véritablement, et moi, on le voit bien sur aujourd'hui cette question-là de la parentalité, comme sur tant d'autres sujets, l'ADN de la France insoumise, c'est de n'exister aujourd'hui que par la victimisation ou que par le scandale ou par un ADN révolutionnaire. Vous n'êtes pas du bon côté, Monsieur Clouet, et je vous le dis. Mais moi, je vais vous les donner, les solutions. Le projet de loi qui a été porté par Éric Dupond-Moretti suite aux émeutes qui ont eu lieu en juillet dernier dans notre pays, c'est effectivement un projet de loi qui vise à restaurer la parentalité. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous portons cette mesure? Dans le code pénal, à l'heure actuelle, les parents dont les enfants mineurs ont commis plusieurs crimes ou plusieurs délits peuvent être sanctionnés de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Ce que nous souhaitons aujourd'hui avec ce nouveau projet de loi, c'est de renforcer les sanctions, et elles peuvent effectivement aller jusqu'à 45 000 euros d'amende et 3 ans d'emprisonnement. S'il n'y a pas de sanction, quelqu'un qui payerait 30 000 euros aujourd'hui ne ferait pas la même chose parce qu'on s'en 45 000 euros demain. Aujourd'hui, Monsieur Clouet, venez dans un commissariat de Seine-Saint-Denis, je le fais très régulièrement. Venez à Rosny-sous-Bois, suite aux émeutes qui ont eu lieu en juillet dernier, les policiers eux-mêmes vous disent se sentir démunis, puisque effectivement ces jeunes entrent en garde à vue, mais que les parents eux-mêmes sont effectivement complètement, soit ils sont, démobilisés et démissionnaires, soit ils ne savent plus quoi faire, ou même ils cautionnent l'acte de leurs enfants. Donc aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, et je le dis sans aucune ambiguïté, nous avons besoin de restaurer l'autorité des parents, l'autorité des professeurs qui est par ailleurs décrédibilisée par les parents eux-mêmes. Mais l'autorité aussi de l'État. Je veux dire par là, mais bien de la entendu. Justice. Je veux dire par là que si je vous pose la question, combien, puisque vous parliez des émeutes, combien de mineurs condamnés après les émeutes et combien de mineurs, quel est le pourcentage des mineurs condamnés et quel est le pourcentage des peines effectuées? 10%. Tout à l'heure, oui, 10%. 10%. Mais je vous le donne, le chiffre, il est là, 10%. 10%. Suite aux émeutes, on a eu 1600 personnes, 1600 jeunes mineurs qui ont été interpellés. Et effectivement, je le dis ici sans aucune ambiguïté, seulement 10% ont été condamnés. Seulement 10%. Et ensuite, je ne vous parle pas de l'exécution des condamnations et autres. Donc oui, aujourd'hui. Problème ou pas? Et on le reconnaît. Donc on met les moyens face à cela pour responsabiliser les parents. Mais c'est quoi l'objectif? C'est d'avoir plus de peines prononcées ou qu'il y ait moins de jeunes qui soient exposés à ce dispositif? Parce que mais vous venez de donner un point qui est intéressant. Vous évoquez le terrain sur lequel vous exercez votre mandat. Moi, je vous invite à venir voir, par exemple, en Haute-Garonne. Vous avez pas mal, même beaucoup de quartiers populaires où il ne s'est quasiment rien passé au moment des émeutes. Parce qu'il y a un maillage associatif, parce qu'il y a des assistantes sociaux, parce qu'il y a des aides éducatives, et c'est ça qui nous manque. C'est cette disparition de tout ce maillage qui permet aux jeunes, d'avoir des projets, d'être accompagnés, d'avoir un horizon à 2, 3, 4, 5 ans. C'est ça qui permet de les prémunir par rapport aux questions d'insécurité et de délinquance. Voilà, moi j'y crois fermement, et je pense qu'à chaque fois que vous retirez des centaines de millions d'euros aux services publics, que ce soit la justice, que ce soit la police, que ce soit l'éducation, que ce soit la culture, vous créez les conditions de cette répression que vous appelez de vos vœux. C'est bien parce qu'on aura, Monsieur Bourdin, sur votre plateau ce matin, une responsable de Renaissance qui est d'accord avec un député de la France Insoumise, ce qui est assez rare. Mais tant mieux. On s'accorde ici, Monsieur Clouet, sur effectivement la nécessité et l'importance du tissu associatif qui fait un travail remarquable. Mais ce n'est pas l'un ou l'autre, Monsieur Clouet. C'est le tissu associatif, ce sont les élus locaux, ce sont les parents
et les professeurs ensemble qui doivent travailler aujourd'hui au rétablissement de l'autorité. Là où vous, au contraire, prenez une solution à une seule jambe. Non, moi je ne suis pas d'accord. C'est un travail qui doit nous mobiliser tous et tous. Et vous et moi, en tant qu'élus locaux, nous avons aussi notre voix à porter. Donc faire croire que la responsabilité doit uniquement porter sur le tissu associatif, je trouve ça extrêmement lourd. J'ai mentionné la police, la justice, l'éducation. Pourquoi vous supprimez, par exemple, 1,5 milliard dans le budget du service public dans ces 3 domaines cette année? Mais pourquoi? Mais quel est le rapport avec le manque de moyens? Je vois pas aujourd'hui le rapport supprimer 1,5 milliard et le manque de moyens. Non mais c'est incroyable. Le fait qu'il y a moins de gens sur le terrain pour accueillir les jeunes, le fait qu'il y a moins de personnel dans la magistrature pour travailler, le fait qu'il y ait moins de greffiers pour traiter les dossiers et les amener jusqu'au bout. Vous mélangez un petit peu tout, Monsieur Clouet, je vous le dis très sincèrement. Bon, il faut donner les moyens, si j'ai bien compris. Bien sûr. Hein, vous êtes assez d'accord, là? Oui. Tous les deux. Et il faut que l'autorité puisse s'exercer. Vous êtes d'accord, mais c'est bien de ça dont on parle. Lorsqu'on dit qu'il faut des magistrats, lorsqu'il faut des greffiers, c'est justement la condition de l'autorité. Il faut condamner, il faut que la justice suive. Donc vous voterez potentiellement à l'Assemblée nationale le projet de loi de M. Dupond-Moretti sur justement la possibilité de restaurer la parentalité. Je ne le voterai pas car je vous l'ai dit il y a 5 minutes. Vous appelez à des solutions, mais pas de moyens. Qu'est-ce que ça change? Parce qu'aujourd'hui, on peut condamner les parents en question à 30 000 euros d'amende. Ce que propose le gouvernement, c'est de porter de 30 000 à 45 000. Je pense que ça n'a absolument aucun sens pratique et que ça n'aura aucune conséquence. Lorsque vous dites à quelqu'un, vous allez encourir une peine de 30 000 euros qui va être portée à 45 000, ça ne changera rien. Non, mais il y a d'autres mesures. Par exemple, des sanctions si les parents sont absents aux audiences d'assistance éducative de leurs enfants. Ouais. Qu'en pensez-vous? Je pense que par exemple, si jamais vous êtes malade ou si jamais vous avez un emploi précaire ou X ou Y raison, vous pouvez être absent. On ne va pas condamner les gens. Il faut en revanche que les audiences éducatives soient mises au moment où les parents peuvent venir. Oui, mais si les parents ne viennent pas parce qu'ils sont déresponsabilisés, il faut quand même faire en sorte de les responsabiliser, Adrien Clouet. Mais il faut venir les voir, leur expliquer l'enjeu de ces audiences éducatives. Je pense que la plupart de ceux qui ne viennent pas ne savent pas ce qui s'y passe. Ils ne savent pas quel est l'enjeu, ils ne s'y rendent pas, et donc il faut évidemment qu'il y ait de la puissance publique qui puisse faire en sorte qu'ils y aillent, parce que c'est dans l'intérêt de leur enfant. Dans ce projet de loi, par ailleurs, et je veux le rappeler, il y a également des mesures d'accompagnement des parents qui sont prévues. Donc vous vous opposerez ici, on verra ce qu'il en adviendra, puisque je crois que les débats en Parlement doivent se tenir dès le mois de juin, mais vous vous opposez finalement ici en bloc. De toute façon, vous êtes sur une opposition par principe sur un bon nombre de textes. Donc ça, on le sait. Ça, on le sait. Il n'y a pas que des sanctions. Il n'y a pas que des sanctions supplémentaires dans ce texte, Monsieur Clouet. Il y a également des mesures d'accompagnement des parents qui sont prévues. Et je le regrette aujourd'hui que vous soyez finalement systématiquement dans une stratégie de chaos et que ce soit dans un bon nombre de sujets. C'est-à-dire que je n'entends jamais de la part d'un élu de la France insoumise, ne serait-ce qu'une once de bonne foi, pour reconnaître qu'il y a un problème et qu'on puisse mettre des moyens derrière. C'est le festival des balivernes et des utopies, Monsieur Bourdin. On nous dit aujourd'hui qu'il y a un problème dans les quartiers. On nous dit aujourd'hui qu'on a besoin de pouvoir effectivement restaurer l'autorité. Mais quand il s'agit de voter des textes qui mettent les moyens et qui est d'ailleurs une demande des parents et des responsables associatifs, Monsieur Clouet, ce texte-là a été demandé par les responsables associatifs et le Grenelle des violences sur les mineurs annoncé par Emmanuel Macron a été très largement salué par l'ensemble du secteur. Donc, réveillez-vous, Monsieur Clouet, et soyez du bon côté, s'il vous plaît. Bien. Nous allons parler d'autre chose dans un instant. Nous allons changer de sujet. Il est 9h45, 10h moins le quart, à tout de suite. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec nous, Shannon Seban, qui est présidente Renaissance en Seine-Saint-Denis, et Adrien Clouet, député LFI de Haute-Garonne. Couvre-feu pour les mineurs de moins de 13 ans dans certains quartiers, à certains moments. Oui, non, Adrien Clouet? Pourquoi pas, mais c'est un peu décalé par rapport à la problématique. Ici, en l'occurrence, vous parlez des annonces de M. Darmanin en Outre-mer. C'est ça le sujet dont vous parlez. L'annonce, et puis la volonté de plusieurs maires d'instaurer ces couvre-feux. Est-ce qu'un gamin de 12 ans doit être dehors à partir de 23h? Sans les parents, pas spécialement. Sans les parents. Mais le souci qu'on a ici avec la délinquance des mineurs, ça reste quand même avant tout les trafics qui les alimentent. C'est-à-dire que si les gamins sortent, c'est avant tout soit parce qu'ils sont inscrits dans des logiques de réseau, soit parce qu'ils ont accès à différentes modalités de trafic, que ce soit des stupéfiants, que ce soit les armes dans les cas d'espèces dont on parle dans les Outre-mer. Et en fait, la solution,
c'est pas le couvre-feu la solution, c'est le fait d'avoir une police judiciaire, une PJ qui est équipée, formée, qui est en nombre suffisant pour pouvoir remonter les têtes de réseau et les dissoudre. Donc engager les policiers. Bien plus sûr, de policiers et gendarmes. La PJ, bien évidemment qu'il en faut. Il faut revenir sur la réforme qu'il est départementalisée, parce que on est en incapacité aujourd'hui de remonter des réseaux lorsqu'ils sont sur tout le territoire national. Donc on a un vrai souci. Et puis dans le cas d'espèces, puisqu'on parlait des annonces de M. Darmanin, il y a évidemment l'enjeu de la coopération avec Sainte-Lucie et Dominique, d'où viennent une partie notamment des armes. Bien sûr. Sharon Seban, couvre-feu, oui, non? Oui, moi je suis absolument favorable au couvre-feu. Pourquoi notamment parce que quand on voit à Pointe-à-Pitre les chiffres, on a 6 fois plus d'homicides et 20 fois plus de vols à main armée par rapport à la moyenne nationale. Donc il y a véritablement en Guadeloupe et à Pointe-à-Pitre en particulier sur cet archipel la nécessité de mettre en œuvre des mesures spécifiques. Ce couvre-feu, c'est pas la solution magique, bien évidemment, mais c'est une mesure qui permet effectivement aux mineurs et aux parents de prendre leurs responsabilités. Et en métropole, beaucoup de maires le réclament. Et par ailleurs, beaucoup de maires ont pris l'initiative pendant les émeutes, moi je l'ai vu à Rosny-sous-Bois, de mettre en place des couvre-feux, et je pense qu'effectivement c'est une mesure qui est efficace. Bien. Autre chose, pour les mineurs, dans certains quartiers, je dis bien dans certains quartiers, on le sait, les jeunes, les mineurs sont ultra connectés, et en même temps, parfois gagnés par l'obscurantisme, une forme d'obscurantisme, récupéré par les islamistes. Ça existe, Adrien Chloé. Oui, ça existe. Ça existe. Alors que faire contre cela? Sharon Seban. Il faut éradiquer le mal à la racine. Et le mal à la racine, c'est l'islamisme. D'où la loi séparatisme qui a été portée par Gérald Darmanin. C'est lutter contre ces réseaux, c'est retirer les subventions aux réseaux qui souhaitent contrevenir aux valeurs de notre République, qui prônent une idéologie islamiste qui est absolument délétère dans notre pays. C'est cela aujourd'hui. C'est lutter contre le mal à la racine. Vous êtes d'accord, Adrien Chloé? Oui, là-dessus, je pense qu'on sera assez d'accord. Comment on a fait reculer dans ce pays depuis j'ai vu une 200, tribune. 300 ans. Vous avez vu la tribune d'Alain Bentolila, le linguiste, qui était assez formidable en disant beaucoup, malheureusement, de ces jeunes sont abandonnés et ils ne connaissent même pas la valeur d'un mot. Mais c'est justement ça que j'allais vous dire. Comment on a fait en 150 ans pour faire reculer une bonne partie des idéologies obscurantistes qui ont toujours existé en France, quels que soient les courants religieux? On l'a fait essentiellement par l'école. Ça a été longtemps la première ligne de la République pour favoriser l'esprit critique, pour favoriser les contacts entre les gens qui se parlent pas le reste du temps. La laïcité, bien sûr, et avoir une école en capacité, notamment publique, pas que Stanislas et compagnie qui sont gavés de subventions, une école publique en capacité d'accueillir tous les jeunes, toutes les jeunes, et de leur faire découvrir des choses qu'ils n'auraient pas découvert chez eux, par ailleurs, sur des réseaux, etc. C'est ça le but de l'école initiale. Et au plus on la démantèle, comme c'est le cas aujourd'hui, et bien plus on abandonne des gamins eux-mêmes. Bien. Un mot sur ce qui s'est passé à Lille avec l'interdiction de cette conférence, Adrien Chloé. Je crois qu'il y aura une nouvelle conférence aujourd'hui de Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan. Tout à fait. Vous savez, en ce moment, vous avez énormément de gens dans notre pays qui sont bouleversés de voir qu'à 3000 km, vous avez 15 000 gamins qui se font massacrer par l'armée de Monsieur Netanyahou. Et donc, il y a beaucoup de jeunes... C'est votre chiffre, hein. Encore une fois, nous n'avons pas les chiffres exacts. Vous avez raison de le souligner, 15 000, c'est les chiffres qui sont donnés à partir des victimes dans les hôpitaux, et donc ça ne compte pas celles et ceux qui sont encore sous les gravats. Donc il y a au moins, vous avez raison de le souligner, 15 000 victimes. Non, ça s'appelle l'ONU, c'est une organisation que vous devriez connaître. Donc, vous avez beaucoup de jeunes dans ce pays qui ont besoin d'en parler, qui ont besoin d'échanger dessus, qui veulent discuter sur l'accord, par exemple, d'association Union Européenne-Israël, sur lesquels beaucoup veulent revenir. Ils ont envie de discuter de l'hypothèse d'un embargo sur les armes par rapport à Israël, ce que moi je souhaite. Et pour se réunir, il y a peu d'armes envoyées à Israël. Il y a des composants là. Et c'est toujours trop. Mais il y a un embargo international à avoir. Quoi qu'il en soit, beaucoup de jeunes ont envie de se retrouver pour en discuter. Et ils font comme on fait toujours dans une fac, ils prennent un amphi, ils invitent des personnes pour papoter. Et là, en l'occurrence, Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan. Est-ce que à l'université, je pose simplement la question, est-ce qu'à l'université, on doit interdire les réunions politiques? Oui ou non? Bien sûr que non. D'ailleurs, prenez juste l'année dernière 2023, Monsieur Guérini ou Madame Firmin-Lebaudot, ministre, sont venus faire des conférences dans des universités. Moi, je trouve ça tout à fait légitime. S'il y a des étudiants qui ont envie de discuter de sujets politiques, ils invitent des responsables politiques, ils en parlent. Moi, je trouve ça extrêmement bien, stimulant intellectuellement, et on a un pays où les libertés académiques sont garanties. C'est même un principe à valeur constitutionnelle, et je trouve ça inadmissible que le pouvoir en place fasse des politiques d'intimidation par rapport aux directions. C'est l'université de Lille qui a pris les décisions, Monsieur Chloé. C'est pas vrai. J'ai ici le communiqué
communiqué de presse avec moi. Qui a pris ses responsabilités. Où l'université dit on ne peut que regretter la pression exercée sur l'autonomie scientifique établissement d'enseignement supérieur. Donc l'université déplore les pressions extérieures qu'elle a subies pour cette annulation. Rassurez-moi, Monsieur Bourdin. On va tout de même pas aujourd'hui tomber dans le piège de la France insoumise qui joue la carte de la victimisation et qui hurle au scandale sur cette annulation de la conférence à Lille. Très sincèrement. On va juste remettre ici les choses dans leur contexte. Cette conférence a été interdite par l'université de Lille parce que de quoi est-ce qu'il était question ? Une candidate aux élections européennes, Madame Rima Hassan, qui a d'ailleurs refusé de débattre avec moi sur ce sujet. Qui refuse de venir ici. Je vous dis, je passe le message, elle ne veut pas venir ici. Et Jean-Luc Mélenchon, moi j'ai envie de la recevoir. Qui est en pleine campagne des élections européennes, souhaite tenir non pas une conférence, un meeting de propagande électorale dans une université avec une carte dans laquelle on ne voit pas l'État d'Israël, donc qui nie l'existence de l'État d'Israël d'exister et qui, sous couvert aujourd'hui de conférence sur la Palestine, souhaite en fait ouvrir la voie à de l'antisémitisme. De quelle liberté d'expression parle-t-on ? Vous avez devant vous, Monsieur Chloé, une responsable politique qui est profondément attachée à la liberté d'expression et au respect de cette valeur cardinale de notre société. Mais pas à n'importe quel prix. Il y a des lieux qui se prêtent à cela. Il y a des lieux qui se prêtent à cela. Excusez-moi, madame, mais vous avez une autre casquette que ça. Aujourd'hui, vous n'êtes pas responsable politique. Vous êtes aussi responsable des affaires publiques d'un groupe qui exerce aujourd'hui illégalement dans les territoires occupés et colonisés en Palestine. Vous travaillez, madame, vous travaillez pour Altis Group. Monsieur Chloé, parlez-vous ? Mais de quoi parlez-vous, Monsieur Chloé ? Une filiale qui travaille dans les colonies et territoires occupés en Palestine. L'ONU a condamné l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Donc, il faut le dire aussi, les gens qui nous écoutent doivent savoir que vous avez un conflit d'intérêt de votre employeur. Mais il n'y a aucun conflit d'intérêt, Monsieur Chloé, et vous êtes ici en train de déplacer le débat, et je vous le dis car vous savez que vous êtes en train de commettre une erreur gravissime en soutenant aujourd'hui une conférence qui n'a pas lieu d'exister parce qu'elle nie l'existence d'un État existé. Vous êtes la porte-parole d'un groupe qui viole le droit international. Ça, les gens doivent l'entendre. Bien, merci à tous les deux d'être venus nous voir ce matin. Émission suivante, Valérie Expert et Gilles Gansman vont recevoir Bruno Ourcade, ancien candidat des 12 coups de midi. Merci, vous êtes sur Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.